Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 8 juin, J-2 de la fin annoncée de l'état d'urgence en attente de sa confirmation ou non. Le plan de déconfinement progressif devrait être a priori présenté au Parlement jeudi par le chef du gouvernement. Et déjà, plus de 63% des entreprises ont demandé le report des échéances bancaires et environ le quart d'entre elles ont eu recours aux 3 reports à la fois, à savoir les échéances bancaires, fiscales et sociale. Pour celles qui en ont les moyens, beaucoup ont eu recours au télétravail, notamment le secteur de la relation client. Mais le secteur reste très exposé au risque. Quel est son plan de relance et comment capitaliser sur les énormes progrès en termes de digitalisation pour maintenir la cadence, voire l'accélérer? Le président de l'association marocaine de la relation client, Othmane Serraj, répondra à nos questions. Ce sera en première partie d'émission. Ensuite, avis aux chefs d'entreprise. Que devient la loi qui encadre les assemblées générales à distance dans les sociétés anonymes après la fin de l'état d'urgence sanitaire et à l'approche de la date déjà reportée au 30 juin pour la déclaration ou les déclarations fiscales? Comment les entreprises se préparent-elles? Les réponses du président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, Amin Baqi. Et on plante le décor avec le plan de relance du secteur de la relation client tel qu'il a été proposé par la CGEM au CVE, au Comité de veille économique. C'est un sujet de Souhail Jalil. Pour une sortie de crise adaptée au contexte actuel, les acteurs de l'offshoring ont présenté des propositions pour la relance de leur secteur. Des propositions qui figurent dans le plan présenté par la CGEM au Comité de veille économique. Il y est question de subventionner le télétravail à hauteur de 10 000 dirhams par employé en télétravail au 30 avril, une somme qui, selon ces opérateurs, pourrait couvrir les frais d'équipement, notamment en PC, casque, logiciel, cybersécurité et connexion, l'exonération du règlement de la taxe professionnelle en 2020 et l'exonération des charges patronales CNSS sur la période mai-décembre 2020 sont également exigées. Dans la même lancée, et pour stimuler l'offre, le secteur de l'offshoring demande une prime de croissance de 10% du chiffre d'affaires mensuel généré sur la période mai-décembre 2020. Pour ces acteurs économiques, c'est une manière d'éviter la banqueroute après une baisse de 30 à 40% du chiffre d'affaires pour les mois de mai et juin du fait de la crise liée au coronavirus. Pour l'heure, les centres d'appel ne tablent sur un retour à la normale que vers la fin de l'année, c'est-à-dire que les résultats de 2020 seront bien loin des performances réalisées lors des années précédentes, notamment en 2019, année durant laquelle le secteur de la relation client au Maroc a réalisé une croissance de 14% pour atteindre un chiffre d'affaires de 14 milliards de dirhams. Et nous établissons le contact via Skype avec Othmane Serraj, président de l'Association marocaine de la relation client. Bonsoir Othmane Serraj. Bonsoir. Avant d'évoquer ce plan de relance dans ses détails, tel qu'on vient de le voir dans ce papier, on parle de combien d'entreprises affiliées qui sont réellement affectées? Je parle là notamment des opérations qui ont été le plus violemment impactées par la crise. Écoutez, le secteur de la relation client au Maroc, c'est pratiquement 800 entreprises, petites, moyennes et grandes. Et selon le portefeuille client que chacun de ces acteurs a, les entreprises sont plus ou moins impactées. Évidemment, des acteurs de petite taille qui dépendent de 2 ou 3 clients qui peuvent être beaucoup plus impactés, vont avoir beaucoup plus de difficultés, ont d'ailleurs eu recours systématiquement aux dispositifs qui ont été mis en place de sauvegarde de l'emploi, d'aide financière, de report d'échéances fiscales. Maintenant, des acteurs qui ont un portefeuille un peu plus diversifié, avec notamment des secteurs qui tiennent très bien la route, l'énergie, les télécoms, les services publics, notamment le support à la ligne Allo-Yaqada qu'un certain nombre d'acteurs ont opéré. Donc ces services essentiels aux citoyens ont perduré et des acteurs ont réussi à tenir, on va dire, le coup à travers cette crise grâce à ces secteurs plus résilients. On trouve des secteurs en beaucoup plus grosses difficultés, comme le tourisme, comme les médias, qui évidemment ont généré des pertes plus importantes. Et que représentent justement ces segments-là qui sont le plus touchés? Sont-ils minoritaires ou au contraire, ils représentent quand même un bon nombre d'entreprises qui opèrent là-dessus? Écoutez, la chance du Maroc, c'est que
depuis ces plus de 20 ans de développement, nous avons réussi à diversifier le portefeuille client et faire en sorte que nous soyons moins exposés à tel ou tel secteur. Maintenant, sur les 80 000 emplois que le secteur de la relation client représente au Maroc, à peu près 30 à 40% de ces emplois ont été plus ou moins durement impactés par cette crise. C'est d'ailleurs en ligne avec le chiffre d'affaires, comme l'indiquait votre journaliste sur le reportage. On parle bien de suppression d'emplois. Non, non. Alors impacté. Très bien. Nous avons rapidement fait appel aux mesures de chômage partiel. Okay. Il n'y a pas eu de réduction massive dans notre secteur et à ce titre, la résilience est un élément très important. Puisqu'on parle de résilience, je voudrais revenir avec vous sur l'une des mesures que vous avez proposées, notamment l'aide au passage au télétravail. Alors, avant de parler de l'aide financière, parlons peut-être du cadre juridique. Alors, il est vrai qu'il y a un projet de décret relatif au télétravail dans les administrations publiques qui a été élaboré par le ministère des Finances et soumis aux différents ministères pour être bien sûr examiné en Conseil du gouvernement. Mais quelle est la participation du privé dans la future législation concernant le télétravail, sachant que beaucoup d'entreprises, et notamment dans l'offshoring, il y en a même qui ont choisi d'opter pour le télétravail pour après cette crise. Est-ce que vous avez participé à l'élaboration de ce décret? Alors, l'Association marocaine de la relation client a pris le sujet très au sérieux, puisque nous n'avons pas hésité, aucun de nos membres n'a hésité au moment du démarrage de la crise, à assurer la continuité de service et à ce titre à faire basculer un maximum de nos collaborateurs en télétravail. Certains acteurs ont dépassé les 80% de leurs effectifs en télétravail sans se préoccuper de contraintes qu'elles soient légales ou opérationnelles ou techniques ou sécuritaires. L'objectif était d'assurer la continuité de service et bien entendu de préserver l'emploi de nos collaborateurs. Aujourd'hui, en prenant du recul, on constate effectivement que le cadre légal du télétravail, dans le droit du travail marocain, intègre un certain nombre de zones de flou sur lesquelles nous souhaitons une clarification, que ce soit les sujets liés aux accidents du travail, à la maladie, au règlement intérieur, comment appliquer un règlement intérieur quand la personne se trouve chez elle, les horaires de travail, bien entendu, comment contrôler, comment s'assurer que les horaires de travail sont respectés. Il y a un certain nombre d'éléments fondamentaux dans notre gestion au quotidien pour lesquels le cadre du télétravail n'offre pas les réponses adéquates. Donc nous avons fait intervenir des experts en droit du travail très tôt durant cette crise et nous nous apprêtons à faire une proposition par le biais de la CGM. Donc nous sommes partie prenante de ce groupe de travail au niveau de la CGM qui œuvre sur le télétravail, le cadre du télétravail demain, et nous avons déjà un certain nombre de propositions que nous souhaitons formuler à ce titre. Alors, outre ces propositions, donc déjà en attente, mais en tout cas dans le pipe, vous avez déjà soumis des propositions par rapport à des aides pour basculer vers le télétravail. Est-ce de manière permanente, et notamment les 10 000 dirhams par opérateur? Écoutez, le secteur de la relation client et l'offshoring en général est un secteur industriel au Maroc. On fait partie du plan d'accélération industrielle, mais notre outil de travail, c'est le poste de travail de nos collaborateurs. Notre capital, c'est le capital humain. Donc la position de travail de nos collaborateurs à domicile, c'est leur outil de travail. Il faut à ce titre qu'on puisse avoir un outil de travail de la meilleure qualité possible, une connexion la plus qualitative et la plus performante possible, et évidemment un environnement de travail à la maison qui permet d'opérer dans les meilleures conditions. Tout ça, nous l'avons valorisé effectivement à un coût de 10 000 dirhams qui concerne à la fois l'équipement, mais également les frais de connexion qui permettent à nos collaborateurs de travailler dans les meilleures conditions. Et évidemment, comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas non plus posés de questions quand il s'agissait de basculer nos collaborateurs pour travailler à domicile en les équipant a priori pour qu'ils puissent travailler dans les meilleures conditions. Ceci pèse sur nos dépenses, comme vous en doutez. C'est des budgets que nous n'avions pas du tout escomptés sur cette année 2020. Et à ce titre, nous demandons une aide, une subvention, que ce soit sur la connexion télécom ou une aide réellement sur l'équipement du collaborateur à domicile. Et cela, bien sûr, reste si vous maintenez le télétravail bien après la levée du confinement ou toute autre restriction. Notre conviction, c'est que ce modèle hybride entre télétravail et travail sur site, donc dans les bureaux,
est appelé à perdurer parce que c'est un nouveau modèle opérationnel. C'est un certain nombre d'acteurs d'ailleurs du secteur ont annoncé qu'ils voulaient le faire perdurer, voire même le privilégier. Donc aujourd'hui, nous avons la conviction qu'il perdurera bien au-delà de la crise Covid. Dans tous les cas, ces mesures de distanciation sociale que nous avons mises en œuvre au niveau de nos sites, nous sommes sûrs et certains qu'elles perdureront au moins jusqu'à la fin de cette année 2020. Et à ce titre, nous avons des gens qui vont passer plusieurs mois sur ce modèle et il faut donc que nous puissions assurer cette pérennité de leur équipement et de leur connexion à domicile. Une question m'interpelle, n'est-ce pas en soi une sorte d'investissement de l'entreprise, justement, à moyen et long terme? C'est un investissement à moyen et long terme, mais laissez-nous prendre nos dispositions pour investir et nous mettre en position de le faire perdurer au-delà. Nous avons demandé cette subvention pour 2020. Nous avons une phase critique à passer en 2020. Comme je l'indiquais, ce n'était évidemment pas des budgets qui étaient prévus. Et comme de l'autre côté, notre chiffre d'affaires est en chute et un certain nombre de clients sont en difficulté, nous avons une passe difficile à traverser sur cette année 2020 et nous demandons une aide et un appui sur cette année 2020. Il y a d'autres aides et appuis que vous demandez également à ce comité de veille économique via le plan de relance que vous avez soumis à la CGM et donc de facto au CVE et notamment des incentives fiscales. Tout à fait. Une des clés du succès de ce secteur de l'offshoring au Maroc, je rappelle que le secteur de l'offshoring, c'est 110 000 emplois et 14 milliards de dirhams de chiffre d'affaires à l'export sur l'année dernière, en croissance de 14%. Donc nous sommes en vrai développement. Un des éléments clés, c'est le dispositif d'incentive fiscal et de manière plus générale, le dispositif d'aide et d'accompagnement qui est intégré dans le plan d'accélération industrielle, comme je l'indiquais précédemment. Et ce que nous demandons, ce n'est pas la création de mesures exceptionnelles, c'est une réorientation de ces mesures qui existent déjà dans le plan d'accélération industrielle à l'attention de l'offshoring pour non pas assurer uniquement le développement et la croissance sur les années futures, mais assurer la relance de ce secteur. La prime à la croissance en est une. Les dispositifs d'incentive fiscal, qu'elles soient partie prenante de ce dispositif offshoring ou très général, comme la taxe professionnelle, qui est un vrai poids sur notre secteur parce que nous avons des milliers et des milliers de mètres carrés que nous occupons avec nos centres à travers le Maroc. Ce sont vraiment des dispositifs que nous souhaitons adapter à cette sortie de crise. On parle d'incentives fiscales, des incentives ou des motivations plutôt humaines, de ce capital humain que vous évoquiez, et en l'occurrence pour peut-être baisser un turnover qui est déjà très élevé dans le secteur hors crise? Écoutez, nous aujourd'hui, nous assurons l'emploi pour ces 80 000 emplois dans le secteur de la relation client, avec des plans de carrière, avec des plans de développement de carrière. Et ce qui nous permet de faire perdurer les emplois et de les développer, c'est d'être capable de développer et d'attirer de nouveaux clients donneurs d'ordre qui vont faire confiance à la destination Maroc par rapport à d'autres destinations. Vous savez que le Maroc est en compétition avec d'autres destinations d'Afrique subsaharienne. Le Maroc est aujourd'hui sur la carte mondiale de l'outsourcing. Nous avons la conviction que les cartes vont être redistribuées à l'occasion de cette crise Covid. Et ce que nous souhaitons, c'est des aides qui nous permettent de faire développer et perdurer l'emploi. Maintenant, vis-à-vis de nos collaborateurs, les conditions de travail dans lesquelles nous souhaitons les faire travailler, c'est des conditions les plus adaptées à la crise sanitaire. C'est pour cela que nous avons édicté une charte de conformité sanitaire à laquelle tous les membres d'ailleurs ont adhéré et qui permet de faire auditer les centres pour nous en interne avec un organisme tiers et nous permettre de faire perdurer et développer cet emploi. Dernière question, mais vraiment très rapidement. Il y a aussi ce risque de relocalisation. Comment justement attirer plus de clients et peut-être même diversifier votre portefeuille client grâce à cette crise ou à cause de cette crise? Comme je le disais tout à l'heure, les cartes de l'outsourcing vont être redistribuées. Les grands donneurs d'ordre internationaux vont regarder comment les États se sont mobilisés pour la sauvegarde de ces secteurs. L'État marocain s'est très fortement mobilisé pour la sauvegarde de l'ensemble des secteurs, mais en particulier, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est une très forte résilience de notre secteur de l'offshoring. J'ai la conviction que des décideurs mondiaux vont orienter leurs décisions vers le Maroc et que nous pourrons
continuer à croître et prendre des parts de marché à d'autres destinations à travers le monde. Merci beaucoup. Merci Othman Serraj, président de l'Association marocaine de la relation client, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie. Merci. Sans plus attendre, nous passons à la deuxième partie de Questions Écho. Restez avec nous. Que dit la loi en ce qui concerne les assemblées générales et les votes à distance pour les sociétés anonymes? Réponse avec Sohail Jalil. Elle est considérée comme l'une des rares, sinon la première loi, dont la période d'application est limitée dans le temps. La loi numéro 2720 sur la société anonyme a pour principal objectif d'adapter et de réguler la tenue des assemblées générales et des conseils d'administration pendant l'état d'urgence sanitaire, selon un guide de l'autorité marocaine du marché des capitaux détaillant les nouvelles mesures de cette loi. Les moyens de visioconférence ou moyens équivalents utilisés doivent remplir un certain nombre de conditions. Concrètement, il s'agit de satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Autre condition, permettre un enregistrement fiable des discussions et délibérations pour les moyens de preuve. Toutefois, le retard pris dans la publication de cette loi a poussé certains opérateurs économiques à penser que le texte risque d'être caduc avant même son application. D'abord, et si l'état d'urgence est levé comme attendu ce 10 juin, cette loi n'aura plus aucun intérêt. En effet, à partir de cette date, les conseils d'administration et les assemblées pourraient se tenir selon la procédure classique. Le deuxième scénario qu'il faudrait envisager serait celui d'une prorogation de l'état d'urgence au-delà du 10 juin, le déconfinement ne signifiant pas forcément l'abrogation du couvre-feu sanitaire et le libre déplacement des personnes. Dans ce cas, la loi conserverait tout son intérêt, donc une affaire à suivre. Et depuis Casablanca, par Skype, Amin Barkhili, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir Amin Barkhili. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Si l'état d'urgence est levé dans 2 jours, la loi devient caduque. Alors, du coup, qui a eu recours finalement à ces assemblées générales de sociétés anonymes à distance? Généralement, cette loi elle a été présentée par le secrétariat général du gouvernement le 16 avril. Et l'objectif était vraiment de résoudre les problèmes qui vont être posés au cours de la période de crise sanitaire. Et je pense que la publication du bulletin officiel n'a été faite qu'au 1er juin. Et aujourd'hui, il reste 2 jours pour que cette loi soit périmée. Si toutefois l'état d'urgence est levé. Exactement. Pour le premier scénario qui a été vraiment discuté tout à l'heure par celui qui a présenté la loi. Très bien. Alors, si les actionnaires ne se trouvent pas au Maroc? Oui, ça c'est vraiment une problématique. Aujourd'hui, comme ça a été discuté, il y a vraiment deux scénarios. Donc, le premier, c'est l'état d'urgence est levé le 10 juin, donc cette loi n'aura aucun intérêt. Et à partir de cette date, les assemblées pourraient se tenir de manière classique, avec une présence physique, se réserve de la possibilité, bien sûr, pour les personnes de se rendre sur les lieux prévus pour les réunions. Donc le problème qui va se poser, c'est les personnes qui sont hors du Maroc. N'oublions pas également la psychose des réunions et les temps qu'il faudrait pour reprendre et pour revenir à la normalité. Donc tout ça, c'est des problèmes qui vont pousser vraiment à beaucoup de problèmes. Mais il y a lieu de rappeler que dans ce cas, dans le premier scénario, les sociétés qui se trouvaient dans l'impossibilité de respecter le délai légal d'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, dans les 6 mois, c'est-à-dire au plus tard le 30 juin 2020, et pour ne pas s'exposer aux sanctions, ils pourraient bénéficier d'une prolongation de ce délai une seule fois, et pour la même période, c'est une période de 6 mois, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé, à la demande bien sûr soit du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, évoquant la crise sanitaire comme motif. Est-ce que cela est applicable aussi pour la SARL? Oui, également pour la SARL. Donc pour les entreprises qui ne pourront pas respecter pour des le délai raisons du 30 juin, logistiques ou financières ou autres, elles peuvent encore avoir recours à un délai de 6 mois. Donc ils ont jusqu'au 31 décembre 2020.
Très bien. Alors, parlons à présent de la profession, justement, pendant cette période. Quelle a été l'intervention de l'expert comptable dans le fonctionnement de l'entreprise, sachant bien sûr avec toutes les difficultés qu'ont rencontrées ces entreprises pendant cette période de crise? Donc, autant que tiers de confiance et à travers notre proximité des clients, nous avons tenu pendant cette période, qui est vraiment très, très exceptionnelle, de rester vraiment à côté de nos clients. Donc, nous avons accompagné les clients pendant toute cette période en dispensant un certain nombre de conseils permettant vraiment de prendre en considération toutes les problématiques. Vous savez qu'aujourd'hui, la problématique essentielle des entreprises, c'est la problématique de la trésorerie. Donc, c'est une crise sanitaire qui a débouché vers une crise économique. Aujourd'hui, on se retrouve dans une crise sociale. Donc, les entreprises sont asphyxiées. Donc, nous avons assisté ces entreprises pour, résoudre le problème des besoins en fonds de roulement, le problème de financement, parce qu'aujourd'hui, il fallait les accompagner, il fallait vraiment les assister pour l'élaboration du business plan dans une période où la visibilité est difficile ou quasiment impossible. Également, pendant cette période, nous avons fait des cellules de veille qui ont permis de jouer l'interface entre l'État, entre vraiment les partenaires tels que la DGI, la Direction générale des impôts, la CNSS, qui n'ont pas arrêté d'instituer ou d'établir un certain nombre de mesures d'encouragement ou d'aide. Et il a fallu pour la profession d'expliquer, de rester à proximité des clients pour justement mettre dans la pratique ces mesures. Bon, en parlant de pratique, les difficultés justement pratiques de la profession, il y a la fermeture de plusieurs administrations, dont celle fiscale, tribunal de commerce fermé, ou tribunaux plutôt de commerce. Comment l'ordre des experts comptables a dû gérer cela ? Nous avons, dès le commencement de l'état d'alerte, nous avons pratiquement tous les cabinets sont passés au télétravail. Nous avons accompagné nos clients à distance. C'est vrai qu'il y avait une fermeture d'un certain nombre d'administrations, mais cela n'a pas empêché la profession à faire vraiment son travail, accompagner les entreprises. Il faut savoir qu'il y a l'article 6, du décret d'urgence sanitaire. Du décret du loi, exactement, qui a institué un certain nombre d'arrêts, des échéances, que ce soit réglementaires et fiscales. D'accord. Mais ceci dit, nous avons accompagné les entreprises à respecter tous les engagements. Vous savez que les entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 20 millions de dirhams, ils étaient plus ou moins obligés à déposer leur déclaration fiscale le 31 mars. Donc, justement, c'est un effort double de notre part et de nos clients. Donc, Alors, je voudrais juste revenir sur un point très important, et il s'agit de l'avis comptable. Alors, le comité de veille économique a émis une norme comptable ou un avis comptable via le Conseil national de la comptabilité pour justement traiter des difficultés rencontrées par les entreprises. De quoi s'agit-il exactement et quels sont les impacts positifs de cette norme ? Donc, l'avis numéro 13 du Conseil national de comptabilité, il traite deux parties. Donc, la première partie elle concerne l'exercice 2019 et la deuxième partie, elle concerne l'exercice 2020. Donc, pour la première partie, la question qui a été posée, ou la problématique, est-ce que la Covid-19, cette pandémie, est-ce qu'il va toucher les comptes ou la perception des comptes de 2019 ? Donc, il a fallu sortir cet avis pour dire attention, ça c'est un événement post-clôture qui n'a pas de conséquences sur les comptes de l'exercice 2019 et que l'impact il va être ressenti pendant l'exercice 2020. Ceci dit, les entreprises doivent, des états annexes dans un tableau C15 sur les événements post-clôture, ils doivent donner un certain nombre d'informations sur cet événement sans toucher les comptes, et les comptes continuent à être traités en conformité avec le principe de continuité d'exploitation. Par contre, ils doivent signaler ça dans l'éthique et dans le rapport de gestion. Donc ça, c'est la première partie.
La deuxième partie, c'est l'impact sur l'exercice 2020. Donc là, le Conseil, pour réduire l'impact de la pandémie sur les comptes 2020, il a décidé, de reporter ou d'étaler les contributions effectuées par les entreprises au profit du fonds Covid sur 5 ans. Donc ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est de reporter toutes les charges fixes relatives à cette pandémie. Les charges fixes, c'est les charges relatives à l'amortissement, sur également une période de 5 ans. Merci beaucoup, Amin Baqili, président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. C'est la fin de Questions Écho. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez toujours interagir avec nous via le hashtag Questions Écho pour poser vos questions à nos invités, que nous leur poserons bien sûr pendant l'émission. Je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 21h pour un nouvel épisode de Questions Écho. D'ici là, prenez bien soin de vous.